Salut YouTube, c'est Tom. Si vous streamez et que comme moi vous n'aimez pas avoir un micro toujours devant vous avec une perche qui vous empêche de voir le clavier, un micro casque est peut-être la solution. J'avais déjà fait un comparatif des meilleurs micro casques USB en version filaire, en version sans fil, mais aujourd'hui c'est au tour des micro casques XLR pour ceux qui ont une interface capable de recevoir cette connectique. Et pour ce test j'ai retenu quelques modèles, en vrai il n'y en a pas beaucoup dans le commerce, donc voici mon comparatif de 7 micro casques XLR. C'est parti. Avant de démarrer, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Owned, Owned.tv, le site pour tout ce qui est alerte de stream, overlay, mais on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez tout acheter séparément, mais vous avez aussi des packs complets prêts à l'emploi. La plupart du temps, ils sont modulables, ça veut dire que si votre pote achète le même pack que vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Exemple avec le pack de stream Zero Absolute Gaming, entièrement développé en partenariat avec Owned. Et si vous réalisez vos achats sur Owned.tv en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description juste en dessous, je toucherai une petite commission. Et en prime, avec le code TomTom, vous aurez 50% de réduction sur toute la boutique, donc n'attendez plus, achetez sur Owned.tv. Alors en ce qui concerne les tests, j'ai simplement branché les micro-casques sur ma table de mixage Go XLR et les seules choses que j'ai réglées ont été le noise gate, qui va donc fermer le micro lorsque le volume passe sous un certain seuil, et le gain du micro, histoire de normaliser un petit peu le volume de chaque micro. La référence étant bien entendu le casque Audio-Technica que j'utilise pour mes vidéos YouTube depuis quelques temps maintenant. À part ça, le compresseur et l'égaliseur sont restés les mêmes d'un casque à l'autre. Alors je sais que ça peut potentiellement en favoriser certains plus que d'autres, mais au final, après de multiples tests, pas tant que ça. Donc j'ai estimé que cette configuration était suffisamment équitable pour avoir un bon aperçu de la sonorité de tous les micros. Le comparatif va se dérouler en deux étapes avec un premier test de lecture classique, histoire d'avoir un rendu de la sonorité, et un second test, le fameux test du clavier mécanique, afin de voir à quel point les micros captent l'environnement et s'ils sont plus ou moins bien isolés. Et donc voici la liste des casques testés. On démarre avec le Behringer HLC 660M. Alors c'est de l'entrée de gamme de chez entrée de gamme avec un prix vraiment au ras des pâquerettes. C'est un casque de type fermé avec un micro à condensateur qui nécessitera donc une alimentation fantôme 48 volts. Il dispose d'une réponse en fréquence de 50 Hz à 15 kHz et notez le câble fixe avec à son bout un adaptateur jack 635 déjà vissé sur une prise jack 3,5, donc c'est plutôt astucieux. Ensuite on a le Superlux HMD 660X qu'on trouve pour environ 44 €. C'est légalement de l'entrée de gamme, on voit de suite qu'il sort des mêmes usines que le Behringer, jusque dans le câble extensible qui est exactement le même avec son adaptateur jack 635 dévissable. Sauf que la finition est quand même un petit peu en dessous avec des plastiques granuleux qui datent un petit peu d'une autre époque. Le micro ici est dynamique même s'il existe une version avec un micro à condensateur et la réponse en fréquence est de 150 Hz jusqu'à 10 kHz. Ensuite on a le Audio-Technica BPHS1, donc on trouve pour environ 200 €, c'est mon casque. On arrive sur le milieu de gamme au niveau tarifaire. Le micro est dynamique à directivité cardioïde avec une réponse en fréquence de 40 Hz jusqu'à 20 kHz. Alors les mousses sont un petit peu minces par rapport à la concurrence et elles disposent d'un câble détachable, d'un câble propriétaire qui est fourni avec le casque. Donc si vous suivez la chaîne, vous commencez à connaître un petit peu ce micro casque. Ensuite, nous avons le AKG HSD 271 qu'on trouve pour environ 250 €. Donc là, on monte un petit peu en gamme, en tout cas en prix avec ce casque de marque AKG. La finition est correcte, sans plus, avec des coussinets de rechange en velours également fournis. Le micro est de type dynamique à directivité hypercardioïde avec une réponse en fréquence de 60 Hz jusqu'à 17 kHz. En revanche, méfiez-vous parce que le câble détachable est dans un format propriétaire et il n'est pas fourni avec le casque. Il faudra donc en acheter un séparément et ajouter environ 60 € à la facture finale. Ensuite on a le Shure BRH 440M LC. Alors la finition est vraiment bonne et c'est clairement le casque le plus confortable que j'ai essayé durant ce comparatif. Le design est simple, sans fioriture, donc efficace. Le micro est dynamique à directivité cardioïde avec une réponse en fréquence de 50 Hz jusqu'à 15 kHz. Là aussi le câble est détachable dans un format propriétaire et n'est pas fourni avec le casque, donc comptez entre 70 et 80 € pour vous en procurer un. Avant-dernier casque de ce comparatif, le Beyerdynamic DT797 PV qu'on trouve à environ 300 € dans le commerce. Donc là pour le coup le casque est plus cher que le Shure mais le câble est fourni et n'est pas détachable. C'est un peu dommage d'ailleurs parce qu'il n'est pas suffisamment long je trouve. Niveau finition on a quelque chose de très correct avec un micro à condensateur à directivité cardioïde qui dispose d'une réponse en fréquence de 40 Hz jusqu'à 20 kHz. Et on termine avec le Sennheiser HMD 27 qu'on trouve pour environ 450 €. Donc là c'est le haut de gamme, la Rolls des micro casques XLR, enfin en théorie en tout cas. Il est vraiment très léger, plutôt confortable. Le micro est de type dynamique à directivité hypercardioïde et avec une réponse en fréquence de 40 Hz jusqu'à 18 kHz. En revanche, une fois de plus, pas de câble fourni. Il faudra donc débourser au moins 90 € pour un câble propriétaire Sennheiser avec en plus une fixation Torx, ce qui n'est pas vraiment super pratique et qui porte le coût total de ce casque à près de 500
350 €. Notez qu'il existe aussi une version avec un micro à condensateur encore un poil plus cher. Donc si l'un de ces casques vous intéresse, à l'issue du comparatif, vous trouverez évidemment des liens à affilier vers les fiches produits Amazon ainsi que des liens vers le site Thomann, vous aurez beaucoup plus de chances de les trouver en stock, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et pour le premier test, j'ai choisi de lire un livre consacré à l'univers de Silent Hill paru aux éditions Third Editions, qui est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup, donc c'est parti, on y va pour le test. La question de la réalité est primordiale quand on s'essaye à l'un des jeux Silent Hill. Alors même qu'elle est décrite comme une petite bourgade touristique du Maine aux États-Unis, Silent Hill apparaît aux joueurs sous des traits plus inquiétants. Ruelles abandonnées, brouillard omniprésent, zones délabrées, carcasses de véhicules, monstres abominables, tout porte à croire qu'il s'agit d'une ville fantôme, théâtre de manifestations paranormales causées principalement par les agissements d'une secte diabolique. Cependant, il faut envisager l'existence de la ville sous un angle plus fantastique encore. Dans l'univers des jeux, la réalité est multiple, et Silent Hill existe à travers plusieurs dimensions, qui peuvent éventuellement interagir entre elles, voire se supplanter. Ainsi, dans le monde réel, ils sont en effet inconscients des agissements secrets de l'ordre et de l'existence d'une autre dimension, celle du brouillard. Comparable à une forme de purgatoire, elle y piège ceux dont l'âme est tourmentée, mais aussi des pauvres personnes qui se retrouvent victimes des actions d'êtres malfaisants, souvent liées à l'ordre. Silent Hill n'est bel et bien qu'une simple ville touristique peuplée de dizaines de milliers d'habitants, pour la plupart ignorant des sombres secrets de leur cité. De nombreuses personnes s'y rendent chaque année pour y passer des vacances paisibles au bord du célèbre lac Toluca. Toutefois, des rumeurs circulent depuis des décennies sur des incidents étranges qui surviennent, notamment les jours de brume, mais pour la plupart des résidents, ceci n'est que le fruit de superstitions. Il faut bien comprendre qu'une personne qui se trouve dans la dimension du brouillard, à quelques exceptions près, n'a pas d'interaction directe avec le monde réel, quand bien même il s'agit pourtant d'une dimension physique. Ainsi, il est tout à fait possible d'y mourir. De plus, la ville et ses créatures tendent à prendre des apparences diverses suivant la psyché du personnage dont elles vont s'inspirer pour se manifester, via des décors renversés, une spatialisation étonnante ou encore des trous sans fond. Dans les jeux, la progression consiste généralement à évoluer d'une dimension à l'autre, du brouillard au cauchemar, le changement étant subi par le joueur. Le monde réel est inaccessible pour mieux jouer sur ce sentiment d'égarement et d'oppression. Dans les faits, à l'exception peut-être de Henry, le héros de Silent Hill 4 The Room, personne ne se retrouve piégé par hasard. Les raisons peuvent être d'ordre intime ou de causes extérieures. Cela vaut aussi pour la troisième et dernière dimension, celle dite du cauchemar. Si son incarnation standard tente à présenter des aspects à la fois industriels et sanguinolents, elle peut varier en fonction du personnage catalyseur. Les lois de la physique y sont aussi régulièrement malmenées. Mais quiconque met les pieds à Silent Hill en ressortira changé, à condition d'y survivre. Les manières de passer d'une dimension à l'autre sont quant à elles variées et bien souvent laissées à l'interprétation du joueur. La vérité est que Silent Hill désigne une ville changeante, vivante, organique, dont le pouls bat à la mesure de celui qui va déclencher son pouvoir. Son influence paranormale est telle que les alentours peuvent aussi être affectés. Pourtant, qu'advient-il des gens normaux lorsque les pouvoirs de Silent Hill s'étendent jusque dans le monde réel? Ne seraient-ils pas les créatures que les personnages affrontent? Ces questions resteront sans réponse car le doute est l'un des moteurs de la série. Dans les faits, une seule chose est certaine, depuis ses origines, la ville était prédisposée à être la scène de l'horreur et du paranormal. Alors on en a terminé avec ce premier test. Je tiens à signaler qu'après réécoute, j'ai constaté quelques petits couacs avec le noise gate et malheureusement j'avais plus les casques pour refaire les enregistrements, donc j'ai dû laisser en l'état. Mais sinon on constate clairement des différences malgré tout, et on a quelques casques qui se démarquent. Après certains préféreront une sonorité de type broadcast, alors que d'autres chercheront plus de profondeur ou plus de basse, mais on en reparlera dans la conclusion. Et du coup on va passer au deuxième test qui est celui de la réduction de bruit, donc avec un clavier mécanique Corsair K70 équipé de switch MX Red, donc plutôt bruyant, et on reprend donc les micro-casques dans le même ordre. Test du clavier mécanique. Alors, le noise gate fonctionne. Et voilà, dès que je parle, on entend quand même un petit peu. Vous l'entendez un petit peu en fond, quand même. Voilà. Et on fait donc un petit test du clavier mécanique avec ce clavier Corsair. Donc le noise gate bien réglé à nouveau. Vous voyez que dès que je ne parle pas, on n'entend plus les touches du clavier. Et dès que je parle, on les réentend. Peut-être un petit peu moins que précédemment, je ne sais pas. On verra ça au montage. Et donc voici le test du clavier mécanique. Avec le casque Audio-Technica BPHS1. Mon casque habituel. Le noise gate toujours réglé, donc dès que je ne parle plus, on n'entend plus les bruits des touches. Et dès que je parle, on les entend normalement un petit peu. Et donc voici le test du clavier mécanique. Noise gate activé, donc dès que je ne parle plus, normalement, vous n'entendez pas les touches.
En revanche, dès que je parle, vous devriez peut-être les entendre. J'ai l'impression qu'on les entend un petit peu moins qu'avec les autres. On verra ça au montage. Et donc voici pour ce test du clavier mécanique Corsair K70 équipé de Switch MX Red. Le noise gate est plutôt bien réglé comme d'habitude. Donc dès que je ne parle plus, on n'entend plus. Et dès que je me mets à parler, je pense qu'on entend quand même un petit peu les touches. On vérifiera ça au montage, bien entendu. Et donc nous voici avec le Beyer dynamique. Le noise gate fait à nouveau bien le taf, puisqu'on n'entend pas les touches du clavier dès que je m'arrête de parler. En revanche, dès que je parle, on entend un petit peu, avec un son peut-être un petit peu plus aigu, j'ai l'impression. On verra tout ça après. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc voici le test du clavier mécanique. Noise gate à nouveau activé. Donc pas de discussion, pas de bruit de clavier. En revanche, dès que je parle, on entend un petit peu. Avec toujours ce bon vieux clavier Corsair K70. Équipé de Switch MX Red, tiens d'ailleurs. Donc je rappelle que là, pour le coup, la sonorité de ces micro-casques est relativement subjective, donc n'hésitez pas à me dire celui que vous avez préféré dans les commentaires, juste sous la vidéo. Si on veut essayer d'être impartial un minimum, on peut quand même se dire que le Super Lux est un petit peu en dessous des autres quand même, avec une sonorité un peu nasillarde, on dirait un micro-casque USB premier prix. En même temps, il coûte moins de 50 €, donc ceci explique peut-être cela. Mais c'est étonnant parce que le Behringer qui coûte encore moins cher est, je trouve, mieux fini, et le micro est largement au-dessus, alors qu'il semble partager la même conception. Même si c'est vrai que le Behringer a un micro à condensateur, alors que le Super Lux a un micro dynamique. Sinon, j'ai été un petit peu déçu par le rendu du Shure qui est inférieur aux autres, sans être catastrophique non plus. Mais c'est d'autant plus dommage que c'est vraiment le plus confortable du lot, en tout cas d'après mon crâne. Et au niveau des écouteurs, c'était très bon également quand j'ai maté Avengers. Le Beyer dynamique d'ailleurs était également très flatteur au niveau des basses, que ce soit au niveau des écouteurs ou au niveau du micro. Peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Autre petite déception avec le Sennheiser, alors c'est pas qu'il soit mauvais, mais j'avoue que je m'attendais à un petit peu mieux pour le micro qui ressemble beaucoup à celui de mon BPHS1 qui est quand même 2,5 fois moins cher. Donc en ce qui me concerne, je vais garder mon Audio Technica BPHS1 pour l'instant jusqu'à ce que je trouve une autre solution, même s'il y avait des beaux concurrents dans ce comparatif, notamment le AKG qui m'a beaucoup plu. Et dans tous les cas, si vous vous intéressez au micro-casque XLR, c'est que vous avez a priori une interface adaptée, donc rien n'empêche de jouer un petit peu avec l'égaliseur pour obtenir un rendu plus adapté à votre goût. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour ne pas rater les prochains lives. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le serveur Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Pensez à bien lire les règles pour avoir accès au salon de discussion. Et si vous avez des questions, on essaiera de vous répondre le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.